Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence et surtout merci à XTB pour la confiance. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de conférence avec le Covid, donc excusez-moi si parfois je perds un peu mes mots. En tout cas, avant de commencer, avant de me présenter et avant de vous présenter surtout le trading de tendance, j'aimerais bien savoir dans la salle qui a déjà passé au moins un trade sur un produit dérivé, que ce soit un CFD ou un contrat futur dans la salle, et je précise sur un compte réel. Ok, donc il y a quand même plutôt une salle de personnes assez expérimentées, du moins dans du trading actif. Donc on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler du trading de tendance, qu'on peut aussi appeler trading directionnel. Pour ceux qui me suivent, notamment sur ma chaîne YouTube UGK Trading, ou ceux qui connaissent un peu ma façon de travailler les marchés financiers, je trade uniquement dans la tendance. Et c'est ça clairement qui m'a fait passer de trader perdant à trader gagnant, et surtout en supprimant complètement mon stress, parce que je vais faire du trading dans le sens du mouvement et je ne vais pas, si vous voulez, aller contre-courant. Et en faisant ça et sans faire d'anticipation, j'ai réussi à passer mon trading à un niveau supérieur. Donc l'objectif clairement de cette conférence, ça va essayer de vous convertir au trading de tendance, surtout si vous êtes pour le moment, pour tous ceux qui ont levé la main, des traders long and short. Je vais vous recommander de trader dans le sens de la tendance et dans le sens de la structure. Si vous comprenez ça, ça va clairement, je pense, changer votre trading. Aussi pour ceux qui me connaissent, et j'en profite pour me présenter rapidement, j'ai travaillé pour un broker pendant 3 ans. J'ai été conseiller en investissement financier et je gère aujourd'hui une société de trading à Genève. Et donc, je fais que du trading de tendance. Okay, et c'est vraiment ça que je vais essayer de vous faire comprendre à travers cette conférence. Donc, les 4 objectifs de cette conférence, je vois que je peux le lire ici, c'est de comprendre la notion de tendance. On va directement aller dans le vif du sujet. Comprendre ce que c'est que la structure en trading. Vous allez voir, c'est la tendance très long terme et de nombreux particuliers ne vont pas prendre en compte la structure et vont perdre sur les marchés financiers. Et quand j'étais broker, j'ai vu pas mal de clients perdre de l'argent par rapport à du trading contre structure. Donc si vous comprenez ça, je pense que j'aurai réussi mon objectif dans cette conférence. Donc comprendre l'importance de trader dans la tendance, je l'ai déjà dit, les indicateurs techniques qui sont simples et efficaces pour vous aider à trouver la tendance, pour vous aider à détecter la tendance, mais surtout la puissance de la tendance. Et c'est ça toute la différence. Quand vous faites du trading, ce qu'il faut faire, ce n'est pas aller chercher tous les produits qui existent. C'est d'aller faire vos analyses le matin et trouver peut-être 1 ou 2 actifs qui sont dits directionnels, c'est-à-dire avec une vraie tendance. Et donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est que le MTF, le Multi-Time Frame, c'est-à-dire utiliser différentes unités de temps pour pouvoir, encore une fois, comprendre la puissance d'une tendance. Et vous allez voir, encore une fois, si vous respectez ces process que je vais vous donner pendant cette conférence, vous allez augmenter vos chances de gagner en trading. Alors, sans perdre plus de temps, qu'est-ce que c'est que la tendance? La plupart d'entre vous ont levé la main, donc vous savez ce que c'est. C'est lorsque vous avez un marché qui effectue une vraie direction. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre plateforme de trading, si vous avez un graphique qui est totalement plat, sans aucune direction, moi, mon conseil, ça va être de s'écarter le plus vite possible, en tout cas avec mon type de trading. Donc la tendance, c'est quand on va soit à la hausse, soit à la baisse, mais qu'on peut véritablement regarder la tendance et tout de suite, en un seul coup d'œil, voir si le marché il est haussier ou pas. Par exemple, si on regarde le SP500 sur les 20 dernières années, en un seul coup d'œil, on voit que c'est très haussier. Donc tous ceux qui se sont amusés à faire du contre-structure, donc de grosses tendances, ont augmenté leurs chances de perdre en trading. Encore une fois, c'est ça que je vais appuyer avec cette conférence. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de tendances et c'est ce que les particuliers vont avoir tendance à oublier. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la tendance haussière. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est très classique aussi en France parce qu'on a tous un biais acheteur. C'est beaucoup plus simple avec les produits financiers d'acheter que de vendre. Donc, c'est la tendance haussière. Donc, quand les marchés grimpent fortement. Ensuite, on a la tendance baissière, c'est quand les marchés vont baisser violemment. Et ça arrive là depuis quelques semaines sur l'euro-dollar. Chez UGK Trading, la société que je gère, on est vendeur sur l'euro-dollar depuis des semaines, même lorsqu'on est passé en dessous de la parité. Quand bien même, on est sur des niveaux assez bas. Parce que la tendance est vendeur, on ne fait pas d'anticipation. Tendance baissière. Et ensuite, on a la tendance neutre. En réalité, j'aurais pu supprimer le mot tendance parce qu'il n'y a pas de tendance, mais on peut l'appeler comme ça. C'est quand on a un range, c'est-à-dire quand il n'y a aucune direction. Et encore une fois, je vais appuyer sur ce point-là. Quand on a des marchés qui sont neutres, qui sont en range, on s'écarte le plus possible. Sinon, on va payer des frais de courtage pour des actifs qui n'ont pas de direction, pas de mouvement. Et très souvent, on le voit, on va perdre de l'argent. Ça, encore une fois, c'est ce que j'ai pu voir quand j'étais analyste chez un assez gros broker. La plupart des particuliers qui perdent font du trading dans des marchés en range et sur des courtes unités de temps. J'allais dire 70% du temps, les marchés range, sur des courtes unités de temps, c'est-à-dire 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc faites attention à ça, tradez dans la tendance. Je vais y revenir, excusez-moi, je vais vraiment appuyer sur ce point-là, c'est essentiel.
Ensuite, on a dans ces directions 3 types de tendances. La tendance court terme, c'est-à-dire qu'on va regarder sur des unités de temps courtes. Là, vous voyez des chandeliers sur le slide ici. Les chandeliers, c'est un type de lecture graphique. Il y en a d'autres. Il y a lecture linéaire, il y a Ekenashi et bien d'autres. C'est quand on a une bougie qui représente par exemple 1 minute de cotation, on est sur la tendance très très court terme. Et plus on est sur des unités de temps courtes, moins c'est fiable. Si vous faites du trading sur du 1 minute, moins vos signaux sont fiables. Il faut être clair avec ça. C'est pareil avec la notion de tendance. Donc on a la tendance court terme, la tendance moyen terme, qu'on va regarder peut-être en 2 heures, 3 heures, 4 heures d'unité de temps. Donc ici, les bougies, on les verrait donc en 4 heures par exemple, sur votre plateforme de trading, que ce soit avec Xstation ou peu importe la plateforme, vous choisissez vos tendances. Et le problème qu'on a souvent avec les courtiers, c'est qu'on va directement vous mettre le graphique en tendance 1 heure. Et essayer de partir sur les tendances plus importantes, en tout cas au début, sous forme d'entonnoir quand vous regardez les tendances, mais je vais y revenir. Ensuite, on a ce qu'on appelle la tendance long terme. Et je pense que c'est la tendance la plus importante, ce qu'on peut appeler aussi la structure. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est lorsqu'on va regarder les tendances sur des grosses unités de temps sur votre plateforme, par exemple sur du mensuel, sur du weekly. Mensuel, ça voudrait dire ici que chaque bougie représente 1 mois de cotation. Donc autant vous dire que sur le graphique, vous avez de la data, rien à voir avec ce que vous pourriez avoir sur un graphique en 1 minute. Et donc c'est beaucoup plus fiable. Et encore une fois, le problème du particulier, c'est qu'il va regarder le graphique sur des trop petites unités de temps et ne pas prendre en compte le mensuel, en l'occurrence la structure. Et ça, c'est ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que tous les matins, quand je vais trader, je vais regarder les actifs qui sont dans le sens de la structure et qui sont en parallèle en tendance court terme, pour faire un peu converger tout ça, mais je vais y venir par la suite. Ici, je vous ai fait un dessin très simple pour ceux qui sont débutants dans la salle. Ce que c'est qu'un range, c'est quand on peut dessiner une boîte, quand il n'y a pas de tendance, ensuite une tendance haussière, rien de bien compliqué, et ensuite une tendance baissière. Donc vous voyez, on peut le voir aussi visuellement, mais quand on débute, parfois on peut se tromper. Donc c'est pour ça qu'on va s'aider de certains outils, je pense à des indicateurs techniques, mais il y a d'autres types d'outils pour voir la tendance. Pour ceux qui connaissent, je pense notamment à la lecture de type Ekenashi. Ça va vous permettre de lisser le marché. Je vous présenterai ça après, si on a le temps, bien sûr, selon le temps que je prends, sur la plateforme d'XTB Xstation. Alors maintenant, pour être certain que ça soit clair l'importance de la tendance, je vais vous montrer quelques points clés pour vous convertir encore une fois au trading de tendance. Et je vais espérer qu'à la suite de cette conférence, vous allez arrêter le trading, encore une fois, long and short, c'est-à-dire dans n'importe quel sens, sans aucune réflexion. Même si certains le font très bien. En tout cas, quand on débute, je pense que c'est mieux de le faire dans la tendance. Alors le premier point, c'est augmenter son pourcentage de trades gagnants. C'est logique, encore une fois, si on regarde le SP500, ou même si on regarde la grosse tendance baissière qu'on a eu sur l'euro-dollar, si on regarde le Swiss Market Index, peu importe, on voit qu'il y a des grosses tendances. Donc si on suit les grosses tendances, on augmente, c'est inévitable, notre pourcentage de trades gagnants. Et encore une fois, pourquoi je vois tant de débutants faire du contre-tendance? Ça n'a aucun sens. Et l'immense majorité des traders particuliers vont trader à contre-tendance. Et ça, vous pouvez le voir avec les sentiments de marché. Lorsque vous regardez sur certains sites, vous voyez où sont positionnés les particuliers. Par exemple, 60% sont positionnés à la hausse et le reste à la vente. Généralement, les 60% ont tort. J'y reviendrai par la suite. Donc faites attention à ça pour ne pas trader contre la tendance. Permettre à la tendance de vous sauver des imperfections de votre trading, de votre stratégie plutôt. Parce que lorsqu'on fait du trading de tendance, comme je l'ai expliqué, on est dans le sens du marché. Donc ça veut dire que même si on prend un signal avec une stratégie d'achat de support, pourquoi pas même d'un croisement de moyenne mobile, peu importe la stratégie, même si elle n'est pas excellente, vous êtes dans la direction. Et donc ça peut potentiellement vous sauver d'un signal de mauvaise qualité. À l'inverse, quand on fait du contre-tendance, on va devoir capter un mouvement très précis. Donc il faut avoir un signal excellent. Donc encore une fois, le trading de tendance, ça peut vous sauver en ce sens. Ensuite, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'avec le trading de tendance, on ne va pas s'amuser à avoir une boule de cristal, on ne va pas s'amuser à vouloir faire du trading d'anticipation. Ça peut nous arriver effectivement qu'on ait une grosse tendance, on a un changement de tendance, on se prend un stop loss. On est humble, on accepte le changement de tendance, on accepte le stop loss. On ne va pas chercher à anticiper, se dire sous prétexte que l'euro-dollar il est super bas, je vais racheter. On ne fonctionne pas comme ça. Et ça, encore une fois, c'est une grosse erreur que vont faire les traders particuliers. Je l'ai dit, surfer dans le sens du mouvement, on ne va pas nager à contre-courant, gardez bien cette image en tête, mais c'est clairement ça. Et on peut aussi laisser courir les trades gagnants dans le sens de la tendance. Si vous faites une stratégie à contre-tendance, ok, vous gagnez votre trade, mais vous pouvez pas, pourquoi pas, prendre un peu de pourboire, c'est-à-dire augmenter la taille de votre take profit, de votre objectif, mettre un stop loss en point lettré, même mettre un stop loss en positif. Parce que oui, on peut aussi mettre un stop loss sans perdre d'argent. Le stop loss, c'est pas uniquement l'ordre de stop, pour être plus précis, c'est pas uniquement pour perdre de l'argent. Et ça, c'est un des avantages du trading de tendance. Donc j'espère vraiment que vous allez passer à ce type de trading.
Alors maintenant, je vais vous présenter 3 indicateurs techniques pour détecter la tendance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les indicateurs techniques, c'est ni plus ni moins que le reflet du prix. Ça veut dire que si vous êtes un bon trader, en pratique, vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Ça peut vous aider, mais ce n'est pas ça qui va vous donner une stratégie. C'est vraiment le reflet du prix. Et je vois trop souvent des particuliers arriver sur des plateformes de trading avec, je ne sais pas moi, 5 ou 10 indicateurs. Je l'ai vu quand je travaillais pour un courtier, je faisais des team viewers pour essayer d'aider un petit peu les clients. Il y avait 10 indicateurs sur la plateforme. Si vous faites ça aujourd'hui, ça va, je pense, ne pas vous aider à être rentable en trading. Donc le premier point, c'est les moyennes mobiles. Moi, je vais utiliser une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Vous pouvez noter, c'est une moyenne mobile qui est utilisée dans les salles de marché. À Genève, où je suis basé avec mon entreprise, les salles de marché qui font du trading à la fois sur matières premières et sur d'autres produits utilisent très peu d'indicateurs, si ce n'est, pourquoi pas, une moyenne mobile de 100 périodes qu'on peut voir un petit peu sur les graphiques. Ensuite, on a le RSI, c'est un oscillateur qui est borné, compris entre 0 et 100, qu'on va retrouver en dessous de la plateforme, qui va également nous permettre tout simplement de détecter la tendance, plutôt le biais en réalité, mais je vais y revenir ensuite. Et ensuite, on a Ishimoku. Reda, mon collègue, va vous en parler ensuite, je crois c'est cet après-midi en conférence, comment trader avec Ishimoku. Et les nuages Ishimoku, sans prendre l'entièreté de l'indicateur, peuvent clairement vous aider à détecter la tendance. Alors ici, je vais vous montrer un premier exemple qui est assez intéressant, en l'occurrence avec la EMA 200 périodes. Donc ce n'est pas une moyenne mobile simple, c'est une exponentielle. Il faut faire très attention au niveau du réglage. Donc là, on voit en fait assez simplement que lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielle, on est sur un marché baissier. Utilisez juste ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour voir d'un seul coup d'œil la tendance. A l'inverse, lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle, 200 périodes, je précise, ne confondez pas les réglages de la moyenne mobile, ça va vous donner des fausses informations. Vérifiez bien que le prix soit au-dessus. Si c'est le cas, c'est haussier. De la même manière, si on a une tendance baissière, le dernier exemple, là sur la fin, j'ai écrit en rouge, c'est baissier, on est en dessous de la moyenne mobile. Ce qu'il faut regarder, et c'est super important, et très peu de gens le font, en tout cas chez les traders particuliers, c'est l'orientation de la moyenne mobile. Très souvent, on va juste regarder la moyenne mobile, on va se dire, OK, on est en dessous, on est vendeur, OK, on est au-dessus, on est acheteur. Il faut faire attention à l'orientation. Si elle est fortement pente, la moyenne mobile, au moment du prix actuel, en l'occurrence ici sur la capture d'écran, on voit qu'elle est bien orientée vers le bas, et les prix sont en dessous. Donc là, on voit qu'il y a une vraie direction. Donc en l'occurrence, sur l'euro-dollar, au moment où j'ai fait cette capture, je ne vais pas m'amuser, même sur des unités temps courtes, à acheter le marché. Mais je vais plutôt chercher à shorter le marché. Même si plein de monde vont venir me voir, Faustin, c'est pas intelligent, on est sur des plus bas sur l'euro-dollar. En attendant, ça fait des semaines et des semaines qu'on suit la tendance, qu'on a des grosses tendances sur du daily, sur du 4 heures et parfois sur du 1 heure. Et après, on filtre quand on a des convergences et on arrive à s'en sortir. Autre chose que très peu de personnes savent avec la moyenne mobile, quand on passe sur des produits dérivés de type CFD. La problématique, c'est que la moyenne mobile va se baser sur les 200 dernières périodes, sur les 300 dernières périodes, sur les 50 dernières périodes, selon le réglage. Ici, on est sur une moyenne mobile de 100 périodes. Si on passe sur des contrats de CFD qui vont être sur le cash et non pas sur le futur, on a de la chance avec XTB, c'est sur le futur pour l'immense majorité des indices, on a une moyenne mobile qui est juste. Mais si vous passez par un broker, vérifiez ça, qui va coter des indices 24-24, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais faites juste attention à la moyenne mobile. Elle ne sera pas similaire à la moyenne mobile qu'on peut avoir sur un futur. Et donc, vous allez vous faire piéger, notamment si vous travaillez, pourquoi pas, des rebonds sur moyenne mobile. Donc, faites attention sur quoi repose votre indicateur. C'est comme si vous mettez, je ne sais pas moi, une MACD 0 lag. Peu importe l'indicateur, s'il est sur des prix qui ne vont pas refléter réellement le marché professionnel qui est les contrats futurs, c'est dommage. Et avec XTB, encore une fois, pour des produits indices, ça c'est assez intéressant, il faut bien être clair, c'est pour ça que je travaille avec ce courtier, c'est qu'on est sur les indices futurs. En tout cas pour les indices américains et US. Donc faites attention à ça, c'est super important. Maintenant, je vais venir avec le RSI. Encore une fois, des choses très simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant à la fin de cette conférence, c'est regarder la neutralité du RSI. On a un gros problème sur le marché francophone, c'est que tout le monde utilise, je parle des débutants de manière générale, le RSI avec la zone des surachats et de survente. C'est-à-dire qu'on va se dire, on est au-dessus de 70, du coup je veux vendre le marché. On est en dessous de 30, je vais acheter le marché. Vous voyez, c'est un indicateur borné, compris entre 0 et 100. Et ça, c'est un gros problème parce que ça marchait il y a 10 ans en arrière, mais aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Vous allez perdre de l'argent. Sauf si vous combinez ça éventuellement avec une stratégie complète. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est encore une fois faire les choses les plus simplement possible. C'est la neutralité du RSI. C'est les 50. Entre 0 à 100, c'est les 50, la neutralité. Quand on est au-dessus de 50, on est sur un biais haussier. On peut appeler ça tendance, mais sachant qu'on est sur un RSI en 14 périodes ou en 21 périodes, on va plus parler de biais que de tendance. Mais faire combiner le RSI avec une moyenne mobile, comme vous le voyez ici sur le graphique, quand on est au-dessus de 50%, vous allez vous dire, je vais uniquement chercher à acheter le marché. Pas nécessairement sur cette unité de temps-là, mais sur des unités de temps plus courtes.
parce que vous allez prendre des signaux avec votre méthode, peu importe, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. La différence, vous le savez, se fera avec la gestion du risque. Ensuite, on voit ici sur l'exemple, on est en dessous de la neutralité du RSI, on est sur un marché vendeur, il n'y a pas de souci, en dessous de 50, sur toute cette partie-là. Si en parallèle de ça, on est en dessous de la EMA, on peut vendre le marché. Et vous voyez la suite des exemples, c'est extrêmement simple. Mais encore une fois, si je peux juste vous donner un conseil, après vous faites comme vous voulez, n'utilisez pas les zones surachetées, survendues avec le RSI, ça ne fonctionne pas. C'est ce que vous pouvez voir certaines fois sur Internet, mais ça ne marche pas, ça marchait avant. Et de la même manière, je vais encore aller plus loin, si vous êtes en dessous de 30, ça veut dire que vous êtes sur un marché qui est très vendeur. Et moi, avec mon trading, ça va me pousser à vendre le marché encore plus. Et si on est au-dessus de 70, ça va me pousser à acheter encore plus le marché, alors que la plupart des retail vont chercher à faire l'inverse. Faites attention à ça, il faut avoir une stratégie. Je ne vous dis pas d'utiliser simplement un indicateur. Comme j'ai dit, je le rappelle, c'est uniquement le reflet du prix. Soyez super vigilants par rapport à ça. Ensuite, c'est pareil, là, je vous présente que des indicateurs que vous trouverez sur toutes les plateformes de trading et qui fonctionnent bien, qui sont connus. Ça ne sert à rien d'aller chercher des indicateurs trop complexes ou de trop modifier les réglages, vous allez vous perdre. Ici, on est avec Ishimoku, et c'est une petite subtilité qu'on n'a pas avec les autres indicateurs, c'est que ça va nous aider à détecter les zones mortes. Je vais venir par la suite. Déjà, première chose, c'est le même fonctionnement qu'on peut avoir avec la moyenne mobile de 100 périodes. C'est lorsqu'on est en dessous du nuage, en l'occurrence, on va chercher à vendre le marché. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on va chercher à acheter le marché. On est en tendance haussière. Et de la même manière, à la fin, vous voyez une belle tendance, un nuage Ishimoku qui est très bien orienté vers le bas, ce qui montre une vraie direction à la vente, et on est bien en dessous du nuage. Je commence à m'y perdre. Et la dernière chose que je voulais vous montrer avec Ishimoku, ça c'est super important, c'est que déjà, on ne va pas utiliser le reste Ishimoku, mais juste le nuage, parce que lorsqu'on a le prix qui arrive dans le nuage, on peut considérer que c'est une zone morte, on va plutôt décider de s'écarter du marché et de ne pas rentrer en position, même sur des unités de temps plus courtes. Ici, on peut être, je ne vois pas avec l'écran, mais on peut être sur du daily, du weekly, peu importe. Si on est dans le nuage, on peut s'écarter même sur des unités plus courtes. Et encore une fois, on va essayer de garder ce réflexe-là, de ne pas trader tout et n'importe quoi, et le matin de regarder les gros actifs en direction avec les différents outils que je vous ai présentés pour après faire du trading dans le bon sens. Et croyez-moi, en faisant ça, vous allez pouvoir gagner de l'argent en trading. Si bien sûr, après la psychologie va avec, si le money management va avec, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, regardez vraiment ces indicateurs. Maintenant, je vais vous parler de MTF. C'est ce que je fais tous les jours, tous les lundis à 9h30 sur la chaîne YouTube UGK Trading. C'est en live. On regarde les tendances ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du MTF, du multi-time frame. On va regarder en fait différentes unités de temps, mais simultanément. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que parfois, et ça c'est une grosse erreur encore une fois que beaucoup de particuliers vont faire, on va se dire sur du daily, c'est très haussier, il y a une grosse direction. Et donc du coup, je vais aller me mettre sur du 15 minutes ou sur du M1 ou sur du 5 minutes, et je vais faire mon petit trade, je vais aller prendre 20 ou 30 pips. Sauf qu'en fait, si on regarde le 4 heures, c'est à l'opposé de la tendance daily. Okay, et autre chose que je veux vous dire, peut-être que je me répète dans cette conférence, c'est que plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus c'est fiable. Plus vous êtes sur des courtes unités de temps, moins c'est fiable. Okay, et ça, c'est pareil avec les stratégies trading. C'est pour ça que lorsqu'on prend des signaux en swing trading, généralement, on a des meilleurs signaux. Mais c'est un autre type de trading, il faut bien le dire, qui est un peu moins performant que le day trading, le trading actif. Donc là, je vais vous expliquer rapidement comment on fonctionne. On prend un graphique, mais je vous montrerai des exemples juste après. On prend un graphique, mettons, en daily. Chaque bougie représente une journée de cotation. Si le RSI, par exemple, est au-dessus de 50% de la neutralité, c'est à l'achat. On va vérifier que la EMA est également à l'achat, au-dessus de 200. On va vérifier que la pente de la moyenne mobile est bien orientée vers le haut. Je ne veux pas une moyenne mobile plate, sinon on va chercher ailleurs. Il y aura toujours mieux à trouver. Ensuite, on va vérifier qu'on a la même tendance sur du 4 heures sous forme d'entonnoir. Sur du 4 heures, le RSI au-dessus de 50%, c'est très bien. Le EMA au-dessus de 50%, je me répète, mais c'est important pour que ça soit clair. On est à l'achat sur du D1 H4. Et on a la même chose sur du H1. J'ai juste mis une petite parenthèse sur le RSI sur le H1. Si le RSI est tout simplement pas dans le même sens, c'est pas grave, parce que là, on commence à arriver sur des unités de temps plus courtes, c'est un petit peu moins fiable, et le RSI, à l'inverse de la moyenne mobile, qui est en 200 périodes, est uniquement en 14 ou 21 périodes. D'ailleurs, ne cherchez pas à régler le RSI avec d'autres périodes. Le 14, d'ailleurs, je pense que c'est le mieux. Et donc, à partir de ce moment-là, on va chercher tout simplement à faire du trading à l'achat sur des unités de temps plus courtes. Là, j'ai mis M15. Vous voyez bien qu'avec ce type de configuration, ça peut être sur n'importe quel produit. On ne va surtout pas vendre le marché. Ça serait contre-tendance et potentiellement contre-structure selon le produit. J'y viendrai par la suite. J'espère que c'est clair, mais vous retrouverez dans tous les cas, je pense, sur la chaîne YouTube d'XTB, ces PowerPoint, si ça peut vous aider dans votre trading. Ici, je vous montre un exemple concret de multi-time frame. On s'en moque complètement du produit, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est que sur du D1, H4, H1, on a la même chose. Vous voyez, c'est clair. Vous pouvez très bien, avec X station, ça fonctionne assez bien. Vous divisez votre graphique en 3
Et vous voyez directement que les 3 moyennes mobiles sont bien orientées en pente vers le bas, le prix est en dessous. Et sur du D1 H4, on est en dessous de la neutralité du RSI. Okay, donc là, on est bien vendeur. Et à partir du moment, par exemple, sur du 4 heures, le graphique au centre, si le RSI passe au-dessus de 50%, le RSI nous dit « fais attention, arrête de trader ». On n'a plus la même force avec la tendance. Et donc, on ne se fait pas piéger, on se fait moins piéger. Et ça va nous permettre aussi de voir indirectement les divergences qui pourraient arriver avec le RSI. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais le RSI peut vous sauver. Et c'est ce qu'on a fait encore une fois chez UGK Trading avec l'euro-dollar, très vendeur, très vendeur, très vendeur. On short, on short, on short, on short. On n'a pas shorté tout le long, ça serait vous mentir. Il y a plein de moments où le RSI en 4 heures était au-dessus de 50%. Et donc, on a arrêté de shorter sur des unités de temps plus courtes. Donc, voilà comment vous pouvez traiter avec le MTF, le multi-time frame. Après, je vais vous parler de l'importance de la tendance à long terme, ce qu'on peut appeler structure des marchés. Et ça, encore une fois, c'est une erreur qui est trop faite, malheureusement, par les particuliers. Je vous montrerai ça dans les slides suivantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les indices, là, je vous parle du DAX, du Nasdaq, du SP500, du Swiss Market Index. Les indices, vous savez comment c'est composé. Vous avez uniquement les entreprises les plus performantes dans les indices. Quand une entreprise dans un indice, par exemple le CAC 40, ici, l'indice parisien, heureusement que je parle de cet indice, sachant qu'on est à Paris, on a les 40 entreprises les plus puissantes. Si une entreprise n'est plus performante, elle va sortir de l'indice, c'est inévitable, elle va être remplacée par une autre entreprise. Donc déjà, d'un point de vue structure, les indices ont plus de chances de grimper sur le long terme. C'est pour ça d'ailleurs que je parle très souvent d'ETF sur indice. XTB en propose sur les produits ETF, je ne parle pas de CFD, pour faire de l'investissement sur indice long terme, c'est très bien, parce que les indices sont dans une structure à l'achat. Donc on va éviter de la même manière de vendre les indices. Je vous montrerai des exemples d'indices par la suite. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Si jamais on est vendeur D1, H4, H1 sur un indice, vous voyez qu'on est quand même contre-structure par rapport au produit. Donc dans ce cas de figure, on ne va pas faire d'indice. Moi, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je n'ai pas fait d'indice. Le seul indice que j'ai pu traiter un peu, c'est le FTSE 600, qui était un peu plus haussier que les autres. Mais la plupart des autres indices, ça fait des semaines que j'y touche pas, parce que certes, on a des grosses tendances à la vente, mais c'est contre-structure. Donc je vais vous expliquer ça par la suite. Ensuite, on a le Forex. Quant à lui, structure range. Vous regardez l'euro-dollar, l'USD-yen, vous regardez des paires de devises. Généralement, ça s'équilibre à un moment donné à un autre. Donc, c'est vraiment en structure range, c'est-à-dire qu'on peut faire du long and short dans la mesure, encore une fois, où on a de la vraie tendance D1, H4, H1. Ça doit être clair. Donc, vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Et justement, ici, j'ai l'indice DAX depuis 1995. Je ne sais pas exactement d'ailleurs depuis quand je l'ai avec les datas d'XTB, peu importe, vous voyez que c'est une grosse tendance haussière. Ici, je suis en mensuel, sauf faire de ma part. Ça veut dire que chaque bougie représente un mois de cotation. Donc autant vous dire qu'ici, on a une grosse tendance. Donc on ne va pas faire de la VAD, de la vente à découvert. Ensuite, ici, on a l'indice Nasdaq depuis 1997. C'est pareil, c'est très haussier. Et là, on voit le contexte actuel qui est très compliqué, vous le connaissez, pas besoin de vous le dire. Les marchés ont bien baissé, on va potentiellement arriver sur des niveaux, peut-être pour de l'achat, pour de l'ETF sur indice, pas du trading, parce qu'on serait contre-tendance. Encore une fois, on voit que si vous faites du trading sur ce type de produit à la vente, vous augmentez vos chances de perdre en réalité. Alors après, bien sûr, il faut être clair, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais il faut quand même le noter. L'indice SP500 depuis 1993, pareil, très haussier. Vous avez l'indice SMI depuis 2008, sauf faire de ma part là, sur la graphique, c'est pareil, c'est très haussier. Après, vous avez l'IBEX qui est peut-être un petit peu moins haussier, mais globalement, encore une fois, de par la structure, c'est plutôt haussier. Donc pourquoi l'immense majorité des traders particuliers vont chercher à faire de la vente sur indice? D'ailleurs, est-ce que dans la salle, certains d'entre vous font de la VAD sur indice, sur des contrats dérivés? Si vous pouvez lever la main, comme ça je vois un petit peu. Ok. Moi, ce que je pense, peut-être que vous êtes rentable. Après, il y a plusieurs types de traders, hein, il faut être clair. Mais je pense que si aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément rentable, essayez d'exploiter ça. Au moins d'être dans le sens de la structure, je pense que ça peut changer vos résultats. Maintenant, on est sur le Forex, on est sur l'euro-yen depuis 1994. Bon, on voit que c'est plutôt un range. Après, je pourrais vous trouver aussi d'autres paires qui sont plus en tendance. Mais globalement, c'est range. Hein. Vous pourrez regarder l'euro-dollar d'ailleurs. Hein. Si vous mettez sur des grosses unités de temps, encore une fois, vous allez voir que c'est plus range. C'est pour ça que j'ai aucun problème sur le Forex à aller dans n'importe quel sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vend l'euro-dollar depuis pas mal de semaines maintenant. Maintenant, je vais vous présenter rapidement la plateforme Xstation d'XTB. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Et à la fin de la conférence, ce qui serait pas mal, c'est que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Puis si jamais vous n'osez pas trop les poser, vous venez me voir à la fin et on en discute. Ça peut être intéressant. Alors, je vais tout de suite ouvrir la plateforme.
Alors normalement, vous devriez bien voir ma plateforme. J'espère que vous m'entendez bien également. Donc ici, on est sur l'euro-dollar. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Comme ça, on va avoir un peu de temps pour, je pense, pour les questions. Première chose, c'est que quand vous regardez, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je mets mal le micro, quand vous regardez ici un actif, c'est toujours fonctionner sous forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va toujours regarder un produit sur des unités de temps importantes. Ce que je vous recommande, c'est de commencer au minimum par un graphique en daily, c'est-à-dire ici que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc vous voyez qu'on a énormément de prix sous les yeux depuis 2021. Donc vous voyez la tendance de l'euro-dollar, ça veut dire que si vous aviez fait plutôt de la VAD dans le sens de la tendance sans faire d'anticipation, vous allez clairement avoir plus de chances de gagner en trading. Donc ça, c'est les chandeliers japonais. Ce que je voulais vous montrer, je vous l'ai dit aussi au départ, c'est le type Ekenashi. C'est une autre lecture qui vous permet d'enlever un petit peu les bruits du marché. Sur des grosses unités de temps, je vous le recommande. Notamment, on voit des séries de bougies Ekenashi qui sont dans le rouge. Ça veut dire qu'on a des courtes tendances à la vente. Ça peut aussi vous aider pour éviter dans le mauvais sens et faciliter la lecture, en fait. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever, si j'y arrive, je vais mettre en chandelier, et on va ajouter un indicateur. On va ajouter du coup la EMA, comme ça vous allez voir directement le réglage que j'utilise. Donc vous allez ici dans EMA, et vous mettez une moyenne mobile 200 périodes. Petite subtilité, quand vous faites de l'indice, par exemple du CAC 40, vous pouvez modifier le réglage, peut-être avec une 100 périodes, elle réagira aussi très bien, notamment si vous travaillez des rebonds sur moyenne mobile sur des unités de temps daily. Je pense notamment au CAC 40 que vous retrouverez sur XTB sous le nom de FRA 40. Donc ici, vous ajoutez la moyenne mobile, vous laissez appliquer la clôture et vous cliquez sur OK. Ici, vous voyez, on a une moyenne mobile, donc ça montre encore une fois très clairement que sur toute cette partie-là, sur du daily, c'est vendeur. Donc, même s'il y a des moments, je vous l'ai dit tout à l'heure, où je ne me serais pas amusé à vendre parce que le RSI m'interdisait de le faire, je sais que j'aurais jamais acheté de l'euro-dollar. Et c'est quelque chose de très simple. Et encore une fois, si vous regardez comment sont positionnés les particuliers sur l'euro-dollar, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont à l'achat. Et encore maintenant, ça n'a pas de sens, à mon avis, d'intervenir à l'achat, en tout cas avec ma méthode de trading. Ensuite, une fois que vous avez ça, l'idée, c'est toujours la même, c'est de pouvoir aller sur des temps un peu plus courtes. Vous allez donc aller ici sur du 4 heures. Et là, vous allez regarder la tendance sur du 4 heures. Là, sur du 4 heures, c'est pareil, on voit que la tendance, elle est bien à la vente. Je pourrais rajouter le RSI, mais je vous laisserai le faire vous-même, ce n'est pas très compliqué, hein, sinon on va perdre du temps. Vous voyez ici que la tendance est également à la vente. En revanche, ce qui va me gêner un petit peu plus sur cet actif, c'est qu'on a ici une EMA 200 périodes exponentielle qui est un petit peu plate. Ce qui montre quand même un ralentissement de la tendance. On l'a vu d'ailleurs récemment avec le prix qui est passé au-dessus et qui a réintégré avec un rebond, parce que la moyenne mobile 200 périodes fonctionne très bien également pour des rebonds. Ça peut vous aider, notamment ici, vous voyez qu'on a un rebond et on retrouve un rebond juste ici. Donc faites attention à ça. Donc ici, on va quand même garder en tête que c'est plutôt vendeur. Ensuite, on peut du coup aller rapidement sur du 1 heure. Chaque bougie ici représente 1 heure de cotation. On voit de la même manière, c'est tout simple, hein, qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Donc encore une fois, c'est plutôt vendeur, mais l'orientation de la moyenne mobile me plaît pas trop. J'aurais préféré une moyenne mobile plus en pente. Donc ça montre quand même un ralentissement. Mais quand bien même, déjà si vous faites juste ça, c'est-à-dire vous regardez 3 unités de temps simultanément, même sans le RSI, juste la moyenne mobile, ça va vous aider à ne pas être dans le mauvais sens et à ne pas acheter quand on a des grosses tendances. Okay, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'euro-dollar avec la EMA. Maintenant, je vais vous montrer rapidement, donc je vais supprimer l'indicateur, je vais vous montrer rapidement avec Ishimoku comment vous devez procéder, parce que je pense que c'est pas mal non plus Ishimoku, surtout pour ceux qui débutent, car c'est très visuel. En fait, vous allez décocher l'ensemble des outils que vous voyez ici sur Ishimoku et vous allez laisser en fait uniquement le nuage. Okay, donc, c'est les 2 dernières rubriques sur la plateforme Xstation. Vous laissez bien sûr les réglages de base. Ça ne sert à rien, encore une fois, j'ai déjà dit, de modifier les réglages ici sur Xstation. Et vous cliquez sur Appliquer. Et là, de la même manière, on va repartir sur des unités de temps importantes, c'est-à-dire sur du daily. Okay, et là, on va pouvoir, encore une fois, constater que la tendance, elle est bien à la vente. On est bien en dessous ici de la moyenne mobile. En revanche, quand on va rentrer dans le nuage Ishimoku, on sait qu'on va s'écarter du marché. Mais là, au moment où je parle, c'est intéressant. On est vendeur. Je vais du coup partir sur du 4 heures. Je vais décaler un peu le graphique. Et là, sur du 4 heures, ce n'est pas intéressant. Donc, on sait que cet actif, si on utilise Ishimoku comme lecture, ne va pas nous intéresser en termes de tendance. Et dans tous les cas, on l'avait plutôt vu, ce que je vous ai dit au début de cette conférence, on avait des moyennes mobiles qui étaient plutôt plates, ce qui montre une absence de grosse direction. Donc il faut aussi, au-delà de regarder la tendance, prendre en compte le contexte. Et donc là, ça ne sert à rien d'aller sur des unités de temps plus courtes. Par exemple, si vous allez sur du 1 heure, vous allez avoir des informations qui n'ont pas d'intérêt parce qu'à partir du 4 heures, déjà, ça posait problème.
On va regarder ensuite quelques autres indices. Par exemple, on peut regarder, en réalité, peu importe, il faut que je retrouve le symbole, l'US100, donc c'est le nom du CFD. De la même manière, si vous faites du trading d'indices, là j'espère que c'est clair, vous n'allez surtout pas vendre le marché parce que c'est contre-structure. Donc là, si vous regardez le matin votre plateforme de trading, vous voyez très bien qu'on est en dessous de notre nuage Ishimoku, l'orientation n'est pas bonne du tout. Donc ça veut dire qu'on est vendeur alors que la structure est à l'achat. Donc ça ne sert strictement à rien d'aller faire de l'achat sur des indices. Vous pouvez aller sur du 4 heures, pareil, ça vous donnera des informations qui sont inutiles à aller regarder parce que dès le départ, sur le daily, ça ne va pas. Et à l'inverse, une fois qu'on a une vraie tendance, peu importe le produit, vous allez aller sur des unités de temps plus courtes. Ça peut être du 15 minutes, ça peut être du 30 minutes, ça peut être du 5 minutes. Mettre en place votre stratégie trading en travaillant par exemple les supports et les résistances. Donc voilà, c'était les 3 indicateurs que je voulais vous présenter. Le RSI, vous l'avez vu, c'est la zone des 50. La moyenne mobile, c'est à 200 périodes exponentielles. Et la petite subtilité, je le répète, c'est important, c'est si vous faites par exemple du CAC 40, vous pouvez utiliser la moyenne mobile 100 périodes exponentielles. Et si vous utilisez la simple, ça ne changera pas grand-chose, mais notez que les professionnels utilisent essentiellement la 200 périodes. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est éventuellement de prendre vos questions si vous avez des questions. Comme ça me permettra de rendre la conférence un peu plus vivante. Je vois qu'il y a une question. Donc avec plaisir, peu importe. Deux sujets, les moyennes mobiles utilisées par les professionnels et l'exécution. Je vais commencer par les moyennes mobiles. On va parler de EMA5 utilisées par les professionnels et de EMA200. EMA200, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une liste sur les moyennes mobiles, les moyens termes utilisés par les professionnels? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exécution, notamment par exemple sur l'euro-dollar, avec l'utilisation d'une moyenne mobile? Voilà, est-ce que tu rentrerais sur de l'achat limite sur support, sur du déclenchement de breakout? Merci. Alors déjà, là, il y a plusieurs questions. Donc, si je vais récapituler la question, comme ça sera enregistré au micro, ta question, c'était de savoir quelles sont les moyennes mobiles moyen terme utilisées par des professionnels. Oui, savoir si vous utilisez les biais, par exemple un biais MA13, MA30. Alors, moi, j'utilise la moyenne mobile 8 périodes pour valider des signaux, ce qui est utilisé par des professionnels. Mais sinon, il faut encore une fois garder en tête que les professionnels utilisent très peu d'indicateurs et ne vont pas utiliser de moyenne mobile court terme ou même moyen terme. Ils vont utiliser une 200 périodes, c'est-à-dire les 200 séances. C'est pour ça que très souvent en salle de marché, on n'appelle pas ça moyenne mobile 200 jours, 200 périodes, mais 200 jours. Parce qu'on regarde le graphique, et c'est ce qu'ont fait les professionnels, ils vont regarder le graphique en daily. Chaque bougie représente une journée de cotation. Donc c'est uniquement la moyenne mobile 200 jours qui va être regardée par les professionnels. En tout cas, ce que j'ai pu voir sur mes collègues à Genève, ils ne vont pas utiliser une moyenne mobile 50 périodes, ils ne vont pas utiliser une moyenne mobile 20 périodes. Ce qui va être fait, par contre, c'est d'utiliser parfois des moyennes mobiles 8 périodes, des moyennes mobiles 7 périodes, 6 périodes, 9 périodes, en dessous de 10 périodes, pour valider, pourquoi pas, des rebonds, mais avec une stratégie bien précise. Mais ça, ce n'est pas forcément les professionnels qui vont faire du stock picking ou qui vont faire du swing, ce genre de choses. Okay, donc pour le trading, à la limite, la 8 périodes peut être pas mal. Sinon, après, tu avais une question s'il y avait un signal. Bah là, il faudrait faire toute la démarche A à Z, D1, H4, H1, avoir la tendance et effectivement passer l'ordre avec une stratégie. Ici, l'idée de cette conférence, ce n'est pas de vous donner une stratégie pour rentrer sur du 5 minutes ou du 15 minutes. Peu importe la stratégie, que ce soit par exemple payer les supports. Par exemple, je vais venir rapidement sur le graphique. Donc là, il n'y a pas d'exemple concret, mais par exemple ici, on va imaginer qu'on est sur une grosse tendance à l'achat sur du D1. H4, H1, dans le sens de la structure parce qu'on est sur un indice. Vous pouvez très bien aller sur du 1 minute ou sur du 5 minutes. Essayez de payer ce qu'on appelle les supports, plutôt d'acheter les niveaux de support sur ce niveau-là avec votre stratégie trading. Vous validez le rebond, que ce soit avec un avalement haussier, que ce soit avec une cassure de moyenne mobile, que ce soit avec une zéro lag. Il y a plein de façons de travailler les marchés financiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une tendance haussière, on va chercher à acheter les supports. Quand on a une tendance baissière, on va chercher à vendre les résistances. C'est aussi simple que ça le trading. Toutes les méthodes, ou presque, vont se baser là-dessus. Après, on a d'autres méthodes alternatives qui sont pas mal, ce qu'on appelle avec les volume profile. Je pense à Guillaume Lydie qui est dans la salle, qui scalpe avec les volume profile. On a avec des indicateurs de volume globalement, mais sinon, c'est du trading sur des niveaux de prix, support et résistance, mais dans le bon sens. Et après, derrière, au-delà de savoir s'il faut rentrer ou pas, s'il y a un signal ou pas, il faut regarder si la configuration est bonne. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on va rentrer, on imagine qu'on va attendre, par exemple, et mettre un OC ou essayer de commencer à se pencher sur un trade si on se rapproche de ce niveau-là, si tant est que c'est à l'achat, au niveau de la tendance, je le répète, ce n'est pas le cas actuellement.
il faut aussi vérifier qu'on peut aller chercher un take profit intéressant, que derrière, on a un stop loss qui n'est pas sur un niveau de prix, mais en dessous d'un niveau de prix, pour éviter de se faire stopper par le broker, alors qu'après, le prix revient dans le bon sens. Je pense que ça arrive à pas mal d'entre vous. Vous êtes dans le bon sens, vous rentrez sur le marché, vous faites stopper par le marché. Parce que très souvent, vous avez un stop loss trop court. On vous a souvent vendu, d'ailleurs, je dérive un peu au niveau de la conférence, les ratios qui sont dits favorables, c'est-à-dire on va risquer 1 pour gagner 3, 4, 5. Psychologiquement, vous allez vous prendre plein de trades d'affilée perdants. Certes, il y en a un qui peut rattraper le reste, mais souvent, psychologiquement, ça ne tient pas et vous perdez de l'argent. Et parce que vous avez des stop loss trop courts. Donc peut-être partez sur des ratios plus classiques, des ratios de 1. Vous risquez 1 pour gagner 1, il vous suffira d'avoir plus d'un trade sur 2 gagnants pour être rentable. Après, bien sûr, il y a le spread à prendre en compte, qu'il faut aller un peu plus loin. Mais faites attention à ça aussi au stop loss. Donc au-delà du signal avec la tendance et de votre stratégie, regardez si le trade vaut le coup. Parce que plein de fois sur le graphique, vous arrivez sur des niveaux de support, mais le trade ne vaut pas le coup. Quand on va chercher un take profit, il nous faut un objectif à aller chercher. Par exemple, juste ici, je dérive encore une fois un petit peu sur la conférence pour réagir plus ou moins à la question. Ici, on imagine qu'on rentre à l'achat parce qu'on veut payer un support si tant est que c'est en tendance. On irait chercher le dernier plus haut si le prix redescend. Un objectif atteignable. Un particulier, souvent, il va vouloir aller chercher beaucoup trop haut et va mettre un stop loss trop court, alors que derrière, juste ici, on imagine que c'est un stop loss, il faudra bien le mettre en dessous de cette zone parce qu'on sait que c'est un prix qui peut être aimant, qui a déjà été touché. Donc ça va encore un peu loin. Il faut après, je pense, se former un minimum au trading. Déjà, quand je rentre, je fais très très peu d'ordres conditionnels parce que j'attends toujours une validation. Alors, le problème des ordres conditionnels, ça fonctionne, hein, c'est un type de trading qui peut être intelligent. Encore une fois, très peu de particuliers font, mais ça peut être intelligent. Non, moi, je vais surtout mettre une alerte. Et puis, quand on arrive sur le niveau, là, je vais attendre la validation avec ma stratégie de trading. Encore une fois, il y a plein de méthodologies de trading pour le faire. Je vais très souvent rentrer ce qu'on appelle au marché. Je vais très rarement chercher à mettre des ordres et des OC. Et le problème aussi des OC, donc ordre conditionnel, c'est-à-dire mettre un niveau, on se dit par exemple sur le 1, je veux acheter, je dis un niveau hasard. Le problème qu'on a, c'est qu'entre-temps, avant que l'ordre arrive, on peut avoir une stat qui va sortir au calendrier économique, on n'en a pas parlé, on peut avoir plein de choses. Donc faites attention à ça. Oui ? Tout à fait. Alors là, je ne sais pas si tu le vois sur l'exemple que je donne, je crois que je suis en 1 minute. Hein. C'est-à-dire que chaque bougie représente 1 minute de prix. Donc là, ça va durer pas très longtemps. C'est du day trading, c'est-à-dire dans la séance. Donc nous, le weekly, je pense que vous avez raison, le weekly, on ne va pas l'utiliser pour faire du trading, sauf si on fait du swing trading. Donc on va prendre peut-être des volumes différents, même prendre des produits différents. Parce qu'il faut savoir que quand on trade les CFD, on a des swaps. Hein. On paye d'une séance à une autre. Donc on va peut-être passer sur des ETF pour éviter cette problématique-là. Mais on ne pourra que être à l'achat. Donc le weekly ou le mensuel, on ne s'en sert pas du tout pour la stratégie autant que telle, pour le signal. On s'en sert uniquement pour la tendance. Si c'était plus ou moins ça ta question. Plus ou moins, c'est déjà pas mal alors. Si jamais il y a d'autres questions, si je suis preneur, avec plaisir. Alors ça, encore une fois, là, c'est des indicateurs. Alors je vais juste répéter la question pour que ça soit du coup enregistré. Donc, ta question, c'est pourquoi tu n'utilises pas, Faustin, l'entièreté de l'indicateur Ishimoku? Alors après, il y a des milliards d'indicateurs. Bien sûr, pas des milliards, mais il y a beaucoup d'indicateurs techniques. Moi, j'utilise très peu d'indicateurs techniques parce que c'est le reflet du prix. Là où tu as raison, c'est qu'avec Ishimoku, tu pourrais utiliser les autres lignes d'Ishimoku parce que c'est un des rares indicateurs qui s'autosuffit, où on peut le trader seul. Donc je pense que si toi, tu es à l'aise avec Ishimoku, reste sur Ishimoku, il n'y a pas de problème.
Là, ici, c'est du trading de tendance. C'est-à-dire qu'on va surtout utiliser ça pour avoir la tendance. Ça peut être avec une moyenne mobile, ça peut être avec un MACD, ça peut être avec même le super trend. Il y a plein d'indicateurs de tendance. Ce que je veux juste que vous reteniez à travers cette conférence, c'est qu'on veut du multi-time frame. On veut avoir la même tendance avec ou sans indicateur, dans le même sens sur du D1, H4, H1, pour après rentrer en position sur des unités de temps plus courtes. Moi, c'est mon seul objectif de cette conférence. Après, Ishimoku, c'est un indicateur qui est super. Reda va faire une présentation cet après-midi, je ne sais plus à quelle heure c'est exactement, conférence, sur Ishimoku. Pour le coup, là, il va utiliser l'entièreté de l'indicateur Ishimoku. Mais après, il faut trouver son style de trading. Moi, je trade avec très très peu d'indicateurs. Pour ceux qui me connaissent, j'en vois les 3 dans la salle. Je n'utilise quasiment rien d'indicateur. Je vais juste m'aider de certains indicateurs que je vous ai présentés pour connaître la tendance et la direction. Et surtout la puissance de la tendance qu'on a vu très simplement avec l'orientation de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Et encore une fois, je reviens sur un point clé. Les institutionnels, généralement, ce ne sont pas des débutants, ce sont des institutionnels, utilisent très peu d'indicateurs. Parce que voilà, on peut aussi avoir un indicateur qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre. Donc évitez d'utiliser trop d'indicateurs. Sinon, Ishimoku, c'est un seul et unique indicateur qui est assez complet, qui peut s'autosuffire. Et je pense que si tu es à l'aise avec, je te recommande de conserver ce type de trading. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Mhm. Exactement. Exactement. Donc, toi, ta question, c'était pour le day trading. Je simplifie. Pour le day trading, est-ce que c'est important d'avoir les grosses tendances? Alors, les tendances en unité de temps qu'il faut regarder, c'est la slide que je vous ai montrée juste avant de MTF, multi-time frame, c'est-à-dire, il me semble que c'était cette slide-là, si je vous la retrouve. Voilà, je vais la mettre en grand. C'est de impérativement, même pour du day trading, j'allais dire même aller au-delà, pour du scalping. Je vois encore une fois Guillaume Lydie, qui est un ami qui fait beaucoup de scalping. Il fait du scalping dans le sens de la tendance. Et ça fait presque 10 ans qu'il trade les marchés financiers. Et il va regarder la tendance D1, H4, H1, très souvent. Et après, il va payer des niveaux avec des gros supports, des résistances en fonction de la tendance. Mais tu vois ici, nous, ce qu'il nous faut, si on veut rentrer sur du M15 ou sur du M1 ou du M30, c'est d'avoir la même tendance sur du D1, H4, H1. Si tu as une tendance haussière sur le D1, mais que tu as une tendance à la vente sur du H4, va chercher autre chose. Il y a plein d'instruments financiers chez XTB. Il doit y avoir presque 500 instruments financiers disponibles chez XTB. Donc, va chercher des instruments financiers qui ont des bonnes conditions de trading et tu vas trader dans la tendance. Et encore une fois, moi, c'est ce que je fais très souvent les lundis matins en direct. Je vais me prendre peut-être 30 instruments et sur les 30, ça m'arrive que j'en ai uniquement 2. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas de tendance, que les marchés vont un peu, voilà, ils font pas. Des fois, les marchés ne sont pas très intéressants. Je trouve peut-être que l'euro-dollar ou qu'un indice. Et donc, je sais que pour ma semaine, je vais privilégier du trading dans le sens de la structure d'une part et de la tendance. Mais si tu veux faire du scalping ou même du day trading, ça c'est mon conseil, après chacun a sa façon de travailler les marchés financiers, vérifie que tu aies une convergence avec tes unités de temps. D1, H4, H1. Donc, prends le réflexe toujours, je pense, de regarder ces 3 unités de temps. Mais encore une fois, ça c'est mon type de trading. Chacun trade à sa manière. Je connais des gens qui font du trading dans tous les sens, ils y arrivent. Mais généralement, c'est des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience. Et pour un débutant, le contre-tendance, ça peut faire mal. Encore une fois, je l'ai vu, j'ai travaillé pendant près de 3 ans pour un assez gros broker. L'immense majorité des traders sont contre-tendance, qui perdent. Faites attention à ça chez les particuliers. C'est le seul objectif, j'ai envie de dire, de cette conférence pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Exactement. Exactement. Mmh. Mmh. Exactement. Donc alors moi, j'en connais qui en font. Moi, je fais jamais, j'en ai fait, bon, ça serait vous mentir de dire que j'en ai jamais fait, mais je fais jamais de day trading ni de scalping, j'en fais quasiment pas. Mais du day trading, sur les indices, je les fais jamais à la vente. Donc la question, pour la résumer encore une fois, pas que j'oublie pour qu'elle soit enregistrée, vu que c'est enregistré sur YouTube, la question était, est-ce que si on a une grosse tendance à la vente D1, H4, H1 sur un indice, on peut vendre le marché? La réponse est non.
Parce que la structure est à l'achat, si on regarde encore une fois le SP500, le Nasdaq, peu importe les indices globalement de par sa structure et comment c'est composé, on voit que sur des dizaines d'années en arrière, c'est très haussier. Alors pourquoi le trading c'est déjà assez difficile comme ça? Pourquoi on irait prendre un risque supplémentaire? Le trading, c'est savoir gérer les risques en fait. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça peut, tout à fait. Et donc dans ce cas-là, si on a une annonce qui va faire bouger les tendances en 4 heures, même si on a regardé nos tendances le lundi pour la semaine, on va aller chercher autre chose. Après, il faut savoir qu'on regarde les tendances sur du daily, sur du 4 heures et sur du 1 heure. Donc on va chercher quand même des grosses unités de temps. Souvent les annonces, ça va faire un plus de bruit qu'autre chose. On va avoir des grosses bougies un peu dans un sens ou dans l'autre, et après la volatilité va se calmer. Donc généralement, ça ne va pas trop impacter les grosses tendances qu'on va regarder en D1 notamment. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Quand on a des tendances, elles peuvent changer. Encore une fois, c'est ce que je fais le lundi matin avant de préparer ma semaine de trading. Je regarde mes tendances et puis parfois, le mercredi, la tendance que j'avais le lundi n'est plus la même. Parce que sur du 4 heures, ça a bougé. Voilà. Donc c'est ça, encore une fois, qu'il faut regarder. Tous les jours, il faut faire des recherches. Oui. Oui. Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc déjà, le Forex, c'est un marché, effectivement, qu'on appelle en structure range. Parce que si c'est la guerre mondiale, l'euro et le CHF vont prendre une claque. Le GBP et le CHF vont prendre une claque. Donc ça va plus ou moins s'équilibrer en quelque sorte. Je simplifie au maximum. Ce n'est pas encore une fois la même structure que la même composition que les indices. Donc, excuse-moi, répète-moi ta question, la fin. Ouais, tout à fait. Bah, bien sûr, parce qu'il faut savoir que tu as la plus grosse devise où tu as le plus d'échanges, c'est le dollar. Le Forex, c'est un marché qui représente à peu près 6 000 milliards de volumes échangés chaque jour. Alors, bien sûr, ce n'est pas que du trading, c'est des échanges globalement commerciaux. Et la plupart des échanges sur ces 6 000 milliards, c'est avec du dollar. Donc effectivement, si tu es à l'achat sur du dollar, tu vas faire en sorte que tes analyses soient cohérentes. Et généralement, tu vas voir que les paires avec de l'USD et des devises de contrepartie qui ne sont pas des grosses devises, généralement, ça va aller dans le même sens, parce que c'est le dollar qui prédomine dans cette paire, en fait. Donc tu peux tout à fait regarder effectivement la corrélation des devises. Mais ça, c'est quand on va passer à un niveau un petit peu supérieur. Déjà, quelque chose d'intéressant à faire, c'est de suivre les tendances et de mettre sa stratégie en place et peut-être de ne pas chercher à faire trop de positions en même temps. Comme ça, on ne va pas avoir de problématique de regarder est-ce que si je prends un troisième trade ou un quatrième trade, c'est cohérent avec ma méthode, etc. On peut commencer déjà à prendre un trade à la fois et c'est amplement suffisant. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je vais passer 2 trades par jour et je trade. Alors ça peut être plus, ça dépend bien sûr, mais globalement, c'est 2-3 trades par jour et je vais trader le mardi, mercredi, jeudi. Je ne vais pas trader le lundi parce que c'est l'ouverture de la semaine, c'est-à-dire que je vais prendre un peu le ton sur le marché. Le mardi, ça commence à être intéressant. Le mercredi, c'est généralement la meilleure journée où on a des très bons volumes, peu importe d'ailleurs les produits. Le jeudi, c'est pareil, c'est intéressant. Et le vendredi, je vais clôturer les positions, pourquoi pas, que j'avais pris la semaine, mais je ne vais surtout pas rentrer en position le vendredi par peur d'avoir un risque over week, c'est-à-dire d'être positionné le week-end, surtout sur les indices, quand on a des risques de gap, on a son stop loss, et en fait, on arrive le lundi matin, on se dit mince, j'avais mis un stop loss, mais il n'est pas exécuté. J'ai perdu plus que ce que j'avais prévu, parce qu'on a le risque d'over week. Donc, je ne vais pas trader beaucoup. Donc, ça ne sert à rien, pour revenir à la question initiale, de prendre trop de trades simultanément. Et donc de profiter des corrélations, en tout cas quand on commence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, les volumes, non, je prends pas compte. Je prends pas trop en compte les volumes, sauf si on utilise des indicateurs spécifiques. Mais j'utilise très peu d'indicateurs de volume, un petit peu le volume profile. Et il faut savoir aussi que quand on traite des produits dérivés, on a le volume de son broker. On n'a pas le volume du marché, sauf si on passe sur des contrats standardisés, centralisés, comme par exemple les contrats futurs, où là, pour le scalping, pour le coup, c'est intéressant d'utiliser ce qu'on appelle un ticket d'ordre, un carnet d'ordre, pardon, où là, on a les volumes. Mais pour du day trading, les volumes, pour moi, n'ont pas forcément de sens et ont du sens, mais ce n'est pas forcément utile pour ma méthode. Et les volumes, on les voit d'une manière indirecte avec la taille des chandeliers japonais. Parce que plus vous avez une grosse bougie, plus il y a du volume, parce que c'est forcément lié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Alors c'est une très bonne question. Donc la question, elle est de dire, voilà, on a un marché en tendance, on est déjà sur une position, parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse tendance à l'achat, par exemple sur le DAX 40, donc on achète le DAX, on a rentré en position, c'était en tendance. Mais à un moment donné, on est toujours en position, parce que le trade, c'est pas terminé, mais on a un retournement de tendance. Bah, c'est pas grave. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à l'avance, on a mis notre stop loss, on a mis notre take profit. Une fois que le trade est lancé, ça sert à rien après de réfléchir, se dire ah, mais la tendance elle change, etc. On sait ce qu'on risque à l'avance avec le stop loss, on sait ce qu'on va potentiellement gagner également. Donc une fois que le trade il est lancé, on panique pas sur le reste. On sait qu'avec ce type de méthode, on va dans le sens du courant en quelque sorte. On a un pourcentage de trade gagnant qui peut être assez, un bon pourcentage de trade gagnant qui peut être atteignable sans trop de difficultés, donc il n'y a pas besoin de stresser. En revanche, tu ne vas pas reprendre un deuxième trade s'il n'y a plus de tendance sur du D1, H4, H1, notamment sur un indice ou sur du Forex. Mais voilà, une fois que le trade est lancé, pas de panique, tu laisses faire. Tu es aujourd'hui chez un bon courtier, peu importe le courtier, mais si tu es chez un bon courtier comme XTB, ton stop loss et ton take profit seront exécutés le mieux possible. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Oui. Globalement, ce qu'on dit, c'est qu'on va éviter de s'éparpiller. C'est-à-dire qu'on va éviter de trader tout et n'importe quoi. C'est une erreur. D'ailleurs, cet après-midi, je fais une conférence, sans faire de ma part, à 16h40, sur les erreurs des traders particuliers. Et généralement, on dit qu'il faut éviter de s'éparpiller. Mais en réalité, nous, ce qu'on va regarder, vu qu'on fait trading tendance, c'est quand même un certain nombre d'actifs. Et s'il y a une tendance, on peut y aller. La seule chose qu'il faut regarder, c'est les conditions que votre broker vous apporte. C'est-à-dire, est-ce que le spread, il est bon? Est-ce que vous n'avez pas trop de slippage? Est-ce que, si jamais vous devez garder votre position de 3 jours, le swap n'est pas trop important? Est-ce que l'exécution est bonne avec votre broker, selon le produit? Parce que sur l'euro-dollar, on a une exécution qui est juste excellente, mais sur d'autres produits, d'autres paires, qu'on peut appeler paires mineures ou exotiques, on n'a pas la même qualité d'exécution. Donc, en ce sens-là, moi, je vais vous déconseiller de vous éparpiller sur tout n'importe quoi. Mais vous pouvez quand même, quand vous faites du trading de tendance, avoir 20 produits. Regardez, avoir une liste de 20 produits, c'est très bien. Et après, encore une fois, il y a plein de types de trading disponibles. Je connais des personnes qui vont faire uniquement du DAX, uniquement de DAX 40, CFD sur DAX, par exemple. Donc, encore une fois, ça dépend. Ça dépend des personnes. Évite juste les produits un peu exotiques où tu as des spreads qui ne sont pas excellents, où tu as très peu de volume. Généralement, on perd de l'argent sur ces produits. C'est ce que j'ai vu, encore une fois, quand j'ai regardé un peu les datas des clients avec qui je travaillais lorsque j'étais chez un courtier. Oui. Oui. Mmh. Alors là, la question, c'est par rapport au trading de gap. Donc, on s'écarte un peu, mais je vais quand même répondre parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc déjà, ce qui est pas mal, c'est que toi, tu nous dis que tu trades les gaps sur le DAX. Donc le DAX, c'est l'indice allemand. Donc si tu vas trader un gap baissier, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou de cotation, c'est-à-dire que tu le fais quand même dans le sens de la structure. Et généralement, le gap, il est comblé. Ça arrive assez souvent. Ça dépend en fait du pourcentage du gap, de la taille du gap. On rentre dans quelque chose d'assez complexe, il faut être vigilant par rapport à ça. Je pense que si tu fais ça depuis pas mal de temps, tu vois la différence entre un petit gap et un gros gap. Les petits gaps sont très souvent comblés, mais lorsqu'on a un plus gros gap sur un indice, ça peut montrer aussi un contexte très compliqué et continuer de baisser d'autant plus. Donc il faut faire super attention à ça. Mais déjà, l'avantage, c'est que tu vas dans le sens de la structure. Encore une fois, ça revient en lien avec la conférence, c'est que les indices sont en structure à l'achat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Si tu veux faire du trading de gap, ça fonctionne assez bien. Mais là, au moment où on parle, sachant que les indices D1, H4, H1 sont vendeurs, j'aurais du mal à essayer de faire des stratégies d'achat suite à des gaps à l'open. Voilà. Mais c'est une très bonne remarque. Je crois que c'est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence.